Bonjour. Je reprends un peu le rythme de mes petites communications que j'avais interrompues depuis quelques mois, parce qu'en fin de compte, je m'aperçois que en m'exprimant, ça me donne des idées. Donc, la dynamique orale est précieuse et on peut se contenter de la dynamique purement écrite. Même si le risque est de déflorer ou de développer des idées qui mériteraient, qui font l'objet par la suite de corrections ou d'évolution. Alors, je voudrais parler aujourd'hui de la question de l'émetteur et du récepteur. Alors, ces questions ne sont pas nécessairement directement liées à l'astrologie, mais elles sont connexes à l'astrologie de toute façon, car à mon avis, a priori, tout ce qui concerne l'astrologie peut être formulé dans des termes qui peuvent intéresser d'autres disciplines. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'astrologie, c'est qu'elle pose presque tous les problèmes, à tous les niveaux, philosophiques, anthropologiques, éthologiques, etc. Ce qu'on n'a pas, à mon avis, ce qu'on n'a pas assez bien compris jusqu'à présent. Donc, c'est très important d'être un bon récepteur. Et je prends le terme récepteur au sens aussi de la capacité à recevoir des courants puissants. Un bon récepteur est capable de supporter une charge électrique forte et intense, et pendant une période de temps très courte. Un mauvais récepteur ne pourra pas le faire et ne pourra supporter que des charges beaucoup plus faibles qui s'étendront quantitativement sur une longue durée. Un mauvais récepteur, c'est aussi le récepteur qui a besoin de données déjà mâchées, digérées, alors que le bon récepteur peut capter des énergies beaucoup plus brutes. Donc, il y a un récepteur yang, enfin si on emploie la terminologie du Tao, le récepteur yang, c'est un récepteur puissant, intense, qui peut en très peu de temps capter des énergies considérables, et qui sont des énergies qui ne sont pas traitées. En revanche, le petit récepteur, comme on dit le grand véhicule et le petit véhicule, le petit récepteur, lui, va capter des choses beaucoup moins intenses, beaucoup moins denses, qui auront déjà été décortiquées, décantées, etc. Alors, concernant la question des hommes et des femmes, souvent on entend dire que la femme est plutôt un récepteur et l'homme plutôt un émetteur. Je me porte totalement en faux contre cette idée, ou alors il faut vraiment la préciser avec le plus de précaution. Bien sûr, il y a cette idée convenue de la femme qui reçoit la semence de l'homme. Mais justement, cette préception, elle est déjà, la semence est déjà quelque chose de très programmé, de très codifié, par d'ailleurs d'un code génétique. Et par conséquent, il ne faut pas être un grand récepteur pour capter ces énergies qui sont déjà complètement codifiées. En revanche, l'homme, lui, avant cet acte sexuel proprement dit, il va devoir recevoir des messages qui vont l'exciter, ou pas. Et donc, par conséquent, l'acte sexuel ne commence pas au moment de la pénétration, mais bien avant, quand l'homme s'imprègne d'un environnement, d'un visage, d'une présence, et l'acte sexuel lui-même ne serait que la résultante de cela. Alors, il y a quelques jours, ou même il y a quelques heures, quelqu'un m'a abordé en me disant oui, c'est très bien la mixité, on entre dans une structure mixte. Et
je lui disais, mais écoutez, monsieur, vous êtes gentil, mais la mixité, oui, pourquoi pas, mais la mixité n'est pas l'égalité. Lui, on voyait très bien que mixité et égalité, ça le faisait, c'était tout un. Et je lui disais, mais regardez, regardez la contribution des hommes au niveau de l'excellence créatrice, au niveau de l'excellence intellectuelle, n'a pas de commune mesure avec celle des femmes, prise en tant qu'individu en tout cas. Alors il me dit, mais oui, mais comment expliquez-vous cela? C'est amusant parce que qui n'a pas expliqué, enfin, il n'a pas expliqué, c'est un constat, mais il veut nous entraîner sur le chemin de l'explication pour que si nos explications ne sont pas totalement satisfaisantes, ça remettra en question l'objet décrit. C'est assez gros comme procédé, mais ça peut fonctionner. En réalité, face à l'observation, les explications ne sont que des épiphénomènes finalement. C'est l'observation qui reste le fait fondamental, et cette observation, elle n'est accessible qu'à ceux qui perçoivent, qui voient les choses. Ceux qui sont aveugles ne voient pas. Donc l'explication, elle concerne surtout les aveugles, ceux qui ne voient pas, ou ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne prennent pas. Et à ce moment-là, effectivement, ça va les aider à avoir une certaine idée de la réalité. Mais c'est un pis-aller. Alors, par rapport à cette question, au fond, j'avais envie de lui répondre que c'est une question de voltage. Hein, c'est-à-dire, il y a des messages, des informations, des observations qui nous viennent, et il faut être équipé pour les capter, ces informations. Donc ça, c'est un premier point. Les hommes seraient mieux équipés que les femmes pour capter les informations. Les informations les plus complexes, les plus difficiles à capter, justement. Pas celles qui sont déjà toutes digérées, bien sûr. On sait que parfois, il faut énormément d'observations pour déboucher sur une formule, comme la formule de la relativité chez Einstein. Donc, c'est tout ce qui précède l'élaboration de la formule qui est important, et pas uniquement la formule elle-même, qui, elle, va pouvoir être transmise directement, mais elle aura déjà été terriblement travaillée, repensée, et donc il n'y a pas un grand mérite à capter une formule ou un message complètement établi, élaboré. Le mérite, c'est quand on a affaire avec des choses qui ne sont même pas encore complètement formulées, justement, et qu'il faut retravailler, raffiner. Donc, question de voltage, les hommes et les femmes ne seraient pas capables de la même résistance au sens de l'électricité, la capacité de capter, de rester branché, de rester à l'affût suffisamment longtemps. Bref, la capacité de réception serait médiocre chez les femmes et finalement limitée, contrairement aux clichés qui traînent. Et puis alors, un autre aspect qui m'intéresse, c'est la question du rapport au temps. C'est-à-dire que le travail des hommes serait mieux étayé au bout du compte que celui des femmes. Plus résistant, en quelque sorte. Plus résistant au temps. Pourquoi? Parce que justement, l'intensité est quelque chose qui use, qui éprouve. Un homme qui est intense, c'est quelqu'un qui est fatigant, qui est usant, et qui, en peu de temps, nous épuise. Donc, de ce fait-là, ce fait même, les hommes pratiquent une sélection, puisque seuls les plus endurants pourront les supporter.
et pour supporter certaines tensions. Et donc on retourne sur la question du voltage. Si je ne suis pas capable de supporter des intensités puissantes, ben voilà, donc je ne peux pas recevoir dans de bonnes conditions. Et en même temps, si je suis très intense, je vais user, je vais mettre à l'épreuve les objets que j'utilise ou les personnes que je fréquente. Et par conséquent, je vais pratiquer une sélection des facteurs. A contrario, les femmes, elles ont tendance à ménager les choses et les gens pour que ça puisse durer. C'est dire à quel point leur démarche est opposée à celle des hommes. J'ai souvent reproché d'ailleurs à mes interlocuteurs, à mes confrères, de ménager, trop ménager les choses, les textes, les savoirs. Et maintenant je comprends la raison de ce reproche. C'est qu'effectivement, quand on est dans une faible densité, quand on a affaire à des gens qui ont un faible voltage, ben, il ne faut pas trop charger la barque, comme on dit. Donc on est dans la même problématique. Le voltage use et met à l'épreuve les personnes, met à l'épreuve le survoltage encore plus, met à l'épreuve les objets, et un plus faible voltage ménagera les personnes, ménagera les objets. Ce qui fait que le grand mérite des femmes, si on peut parler de mérite, c'est de faire durer les choses, de faire durer des choses qui sont par elles-mêmes relativement fragiles, relativement précaires, et en ne les bousculant pas trop, en les ménageant. Et vous remarquerez que souvent les femmes parlent de ménager l'autre, parlent de ne pas se dépenser trop, parlent de ne pas trop intervenir, ne pas être trop intrusif. Donc c'est une approche un peu de l'ordre de la pénurie chez les femmes. C'est comme quand il faut rationner la nourriture parce qu'il n'y en a pas beaucoup et pour la faire durer. Ce mot est important, faire durer. Chez les femmes, c'est un impératif catégorique, je dirais. Savoir faire durer les choses. Alors, ça peut être une qualité, ça peut être un défaut. Dans les relations de couple, on peut dire que c'est une qualité. De ne pas trop tirer, de ne pas trop user, de ne pas trop abuser, de ne pas trop insister, de ne pas trop fatiguer, de ne pas lasser. Et donc, les femmes ont un talent pour éviter de se lasser, éviter de lasser, ce qui permet aux choses de durer, aux situations de perdurer. On avouera que ce mérite a évidemment un revers qui est de ménager une certaine médiocrité des personnes, des objets, des choses, de ne pas les tester suffisamment, et donc d'avoir des personnes qui ont échappé quelque part à la sélection, qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources, toute la vitalité nécessaire, et qui sont finalement fragiles, qui sont vulnérables, et qu'il faut ménager, voire protéger. La femme serait donc là pour calmer quelque part les ardeurs des hommes, pour leur demander de passer à une vitesse plus raisonnable. Elle les incite à se calmer, si on peut dire, face à quelqu'un qui serait survolté, qui aurait trop d'énergie, trop d'intensité.
peut imaginer le résultat de ce genre de deal assez facilement. On sait que un homme se situant dans une société de femmes qui ont une telle philosophie des choses pourrait un petit peu dépérir, si on peut dire, et par là même se féminiser. Donc la féminisation, on en parle beaucoup, mais finalement souvent on a du mal à la définir, ce serait justement cette espèce de ménagement comme d'un objet fragile qui pourrait se briser, qui pourrait se casser, ou on ménage. Les femmes ont un talent pour gérer la fragilité des choses et des gens. C'est un talent, mais c'est un talent mineur, je dirais, par opposition à un talent majeur qui est celui de l'excellence, de la découverte, de la création au plus haut niveau. Et les femmes sont effectivement toujours attirées par ce qui est en bas, par ce qui ne suit pas, par ce qui n'est pas en bon état, qu'il faut ménager. Et les hommes, au contraire, ils ont tendance à ne pas ménager du tout, mais même à bousculer les choses pour déterminer ce qui est le plus résistant, le plus puissant, le plus capable. C'est dire à quel point les valeurs féminines et masculines sont radicalement opposées. On pense d'ailleurs à l'opposition entre politique sociale et politique économique. Politique sociale étant féminine, il faut ménager les personnes défavorisées, les personnes fragiles, les personnes n'ayant pas une assise très solide, etc. Et les hommes, au contraire, disant qu'il faut favoriser les entrepreneurs, les créateurs, les leaders, etc. Qui correspond en gros éventuellement à la politique de gauche, politique de droite. Enfin, bon, avec tous les compromis intermédiaires. Voilà, donc j'espère avoir apporté quelques lumières sur ce sujet délicat. Je conclurai en disant que la mixité est certainement une forme de tolérance, mais que la tolérance c'est aussi l'aveu d'une différence, et que cette différence, il ne faut pas qu'elle soit déniée, il ne faut pas qu'elle soit niée. Trop souvent, dès qu'on parle de ces sujets, moi je trouve qu'on bascule dans le déni, une sorte de prédilection, de complaisance dans le déni. Et ça m'énerve beaucoup. Ce qui m'énerve, c'est par exemple des arguments du genre ah oui, mais si c'est comme ça, c'est parce que les femmes n'ont pas eu de chance, parce qu'on ne leur a pas donné leur chance. Le mot chance constamment revient comme ça, on ne leur a pas donné l'occasion. Et voilà tout le viatique de ces féministes, ça se réduit à cela. Ah oui, mais vous comprenez que si on leur donnait leur chance, de toute façon je ne comprends même pas où est le problème. Je veux dire, je ne vois pas tellement ce que l'humanité aurait à gagner à intégrer des éléments qui lui sont étrangers. Qu'est-ce que j'entends par là? Une de mes formules actuellement favorites, mais que je n'ai pas utilisée jusqu'à présent, c'est que la dualité est toujours la marque de l'échec de l'unicité. Moi, je suis un de ceux qui ont la nostalgie de l'androgyna, qui considèrent que tout recours à quelqu'un d'autre, ou à quelque autre objet même, est déjà un échec, est un manque, est une carence, et qu'il vaut mieux éviter. Ma philosophie, c'est qu'il faut quand même éviter au maximum de faire appel à qui que ce soit. Alors, quand nous sommes en pleine possession de nos moyens, c'est possible. Quand, là je parle plutôt au regard de la cyclicité, sinon au regard de l'astrologie, quand en revanche nous ne sommes pas en pleine possession de nos moyens, l'autre a un beau jeu
de se rapprocher de nous pour nous faire comprendre à quel point nous avons besoin de lui, à quel point nous devons l'employer, pour employer l'expression qui renvoie au plein emploi. Donc le grand problème économique aujourd'hui, on le sait, c'est la question d'employer les gens, d'accepter leur aide, comme on dit aide ménagère, je ne sais pas. Je veux dire par là, c'est que la grande question aujourd'hui, c'est de savoir utiliser les personnes, de leur trouver un job, de leur trouver une fonction, de leur trouver un objet à tenir, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe. La plupart des gens aujourd'hui, ils se définissent par l'objet qu'ils ont dans les mains, l'appareil dont ils se servent, dont ils sont les serveurs. Moi, je ne crois pas du tout au plein emploi. Je pense qu'il y a des gens il y a des périodes où, en effet, quelque part, parce que le plein emploi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le système, à mon avis, tel que je le vois, c'est que quelques personnes suffisent à faire fonctionner toute l'humanité, toute la société. Alors, donc, il y a le peuple, lui, il accepte cette domination. Et puis, à un certain moment, ces personnes n'ont plus tout à fait l'énergie, l'intensité voulue. Et à ce moment-là, il y a une perte de charisme, il y a une perte d'autorité. Et à ce moment-là, cette élite, cette aristocratie, cette noblesse est remise en question. Et on tombe dans une forme de spartakisme, c'est-à-dire la révolte des esclaves, la révolte des marginaux, etc., etc. Mais ces périodes-là sont des périodes passagères et assez rapidement, les chefs, les leaders reprennent le dessus parce que, de façon cyclique, l'énergie revient. Ils passent par des périodes de sommeil, de vacances, quelque part, de vacuité. Et ces périodes de sommeil, évidemment, les délégitiment, parce que le chef qui dort, quelque part, on a l'impression qu'il a perdu ses pouvoirs. On a dans la Bible d'ailleurs des exemples comme ça, avec les filles de Lot, je ne sais pas très bien. Enfin, donc, si vous voulez, le sommeil, c'est quand même assez contre-indiqué pour le chef, de ne plus avoir tous les moyens, d'avoir perdu ses moyens, de ne plus être à l'égal de ce qu'il avait pu être, d'être un has-been en quelque sorte. Et donc il y a une cyclicité qu'il faut connaître, qu'il faut appréhender, et qui permet de passer ces moments comme ça, un petit peu d'éclipse de la lumière, d'éclipse de l'énergie. Parce que si on ne maîtrise pas si on ne détecte pas ces moments, ces fenêtres de fragilité du chef, eh bien à ce moment-là, si on n'en circonscrit pas le temps, et si on ne se rend pas compte qu'au bout de quelques temps, cette énergie va revenir, ce charisme, cette autorité va se reconstruire, va se reconstituer, et bien à ce moment-là, il peut y avoir des crises de société, il peut y avoir un énorme gâchis. Même, je terminerai là-dessus en disant qu'effectivement, cette unicité, elle devient dualité quand elle est en crise, quand elle est dans une période un peu comme ça d'essoufflement, mais qu'elle n'a pas de raison d'être en soi. C'est un pis-aller.